Bien, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être si nombreux à cet événement sur l'agriculture régénératrice. Donc 2 mots pour me présenter. Je vais être l'animatrice de cette session. Marie-Cécile Damave, je suis responsable innovation et affaires internationales chez Agridé. Agridé Think Tank de l'entreprise agricole, je crois qu'il y a une petite diapo, voilà, qui est là. Think Tank de l'entreprise agricole, nous organisons des événements, nous mettons en place des groupes de travail, nous avons des publications. Il y en a une toute fraîche qui vient juste d'être publiée sur le sujet One Health, une seule santé, augmentée territoriale avec les agriculteurs. Voilà, ça c'est pour me présenter moi. Ensuite, voilà les différents intervenants que nous aurons aujourd'hui pour parler de quel thème ? Eh bien, l'agriculture régénératrice. Avec un focus intéressant. Le titre est assez long pour cette table ronde. Réduire le scope 3, c'est-à-dire les émissions indirectes en fait, des entreprises, émissions de gaz à effet de serre bien sûr, produire plus durablement sur l'ensemble de la supply chain agricole. Ce qui est intéressant aujourd'hui dans l'agriculture bas carbone et régénératrice, c'est qu'il semble se passer quelque chose. Il y a une structuration en fait, des filières et une implication vraiment importante de la part de l'aval, de la transformation, soit dans la chaîne alimentaire, soit à l'extérieur de la chaîne alimentaire, qui en fait semble stimuler l'amont agricole vers cette agriculture régénératrice. Donc pour discuter de ces sujets aujourd'hui, j'ai avec moi Sébastien Roumégous, vous êtes donc le CEO de Biosphère, vous nous expliquerez tout à l'heure ce que c'est que Biosphère. Nous avons Julien Coignac, qui est coordinateur RSE chez Cristal Union, la coopérative. Ensuite, nous avons Nicolas Ferrière, qui est cofondateur de Carbonap. Et puis, nous avons François Thierard, qui est cofondateur et CEO de MyEasy Farm. Voilà. Donc, bravo à tous. Merci des applaudissements. Alors, on va commencer avec vous, Sébastien. Avec une vision, structure de conseil auprès des agriculteurs et en fait vous faites le pont entre le monde agricole et les entreprises justement pour accompagner la mise en place de cette agriculture régénératrice. Alors quelle est votre vision à vous de l'agriculture régénératrice ? C'est quoi ? Et comment vous accompagnez à sa mise en œuvre en tant que structure de conseil avec une vision technique et agronomique ? Bonjour à tous, je suis ravi de voir qu'il y a autant de monde pour ce sujet. Donc, alors Biosphère, on a démarré cette aventure-là il y a 3 ans, mais ça s'appuie sur 10 ans d'expertise auprès des agriculteurs. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est que le secteur privé s'est épris de la question de l'agroécologie et de l'agriculture régénératrice, et donc ça permet de passer à l'échelle les pratiques. Donc aujourd'hui, nous, Biosphère, on a la chance de travailler avec beaucoup d'acteurs du privé, de leur stratégie, c'est-à-dire sur quels critères on va qualifier une agriculture de régénératrice ou non. Et après, on va travailler avec les agriculteurs sur le terrain au travers de cette grille de lecture. Donc, qu'est-ce que l'agriculture régénératrice ? C'est assez simple, c'est d'aligner les pratiques agricoles avec le fonctionnement des écosystèmes. Nous sommes très proches de la production. Ce qui nous intéresse, c'est que quand on déploie un itinéraire technique, il soit socialement intéressant, c'est-à-dire qu'il ne prenne pas plus de temps de travail, ou que ça soit pareil, et il doit dégager plus de marge ou il ne doit pas coûter plus. Donc c'est ça l'intérêt. Et derrière, il doit avoir une valeur environnementale supérieure. C'est pour ça qu'il nous faut aussi des critères pour pouvoir mesurer si, au niveau environnemental, l'itinéraire technique, le nouvel itinéraire technique qu'on déploie auprès des agriculteurs va avoir un mieux. Et donc là, vous avez une slide qui vient finalement relier à la fois une valeur environnementale avec des pratiques. Alors on parle beaucoup de carbone en termes de valeur environnementale, mais l'agriculture régénératrice, c'est pas juste de l'agriculture bas carbone, c'est de l'agriculture qui doit régénérer aussi en partie le cycle de l'eau, et pas que le cycle du carbone, mais aussi la biodiversité. Et ce qui est intéressant, c'est que la biodiversité, vous ne pouvez pas la protéger ou la préserver. Alors ça paraît un peu bizarre, mais en fait la biodiversité, ça se produit. Ça se produit grâce à quoi ? De l'eau et de l'énergie. L'énergie, c'est le carbone sont les plantes, et donc l'agriculture régénératrice, souvent, vise à rehausser le niveau de production végétale qu'on va restituer au sol dans les itinéraires techniques. C'est pour ça que quand vous progressez entre une agriculture entre guillemets conventionnelle qui produit, mais derrière qui peut produire des effets délétères, de l'érosion, etc., on va aller de plus en plus vers une agriculture qui va reposer sur les couverts végétaux, sur la réduction de travail de sol aussi, pour gagner du débit de chantier et récupérer aussi des charges de mécanisation pour l'investir.
Et on va atterrir sur des itinéraires techniques, par exemple en grande culture comme ici, en culture simplifiée, réduction de travail de sol, beaucoup de couverts végétaux, révision des rotations, pour aller en dernier recours sur du semi-direct, voire du semi-direct sur couvert vivant, où on a le maximum de valeur environnementale, puisque les sols sont couverts, beaucoup de production primaire, maintien de biodiversité sur place, mais derrière qui sont compliqués à mettre en œuvre. Et là, pour le coup, l'équation économique peut des fois être plus complexe, puisqu'il faut acheter du matériel, etc. Et donc nous, notre rôle, c'est d'accompagner et de sécuriser cette transition sur le terrain avec les agriculteurs, en étant aussi ce lien entre des agriculteurs qui ont un cadre de contraintes qui est le leur, et des industriels qui ont un autre cadre de contraintes, c'est-à-dire qu'ils doivent produire quand même une valeur environnementale supérieure pour leur marché, et c'est ce que demande le marché aujourd'hui et la réglementation, et donc il faut relier ces mondes-là. Donc les itinéraires techniques doivent aussi être en maîtrise au niveau économique et social pour produire de la valeur environnementale. Donc l'idée, en fait, c'est que la mise en place de ces nouvelles pratiques, de ces bonnes pratiques, elle ne coûte pas plus cher aux agriculteurs à mettre en place, mais finalement qu'ils trouvent un nouveau modèle économique pour que ce soit incitatif finalement à ce qu'il y ait un maximum d'agriculteurs qui se mettent en place. Est-ce que vous pourriez nous citer un certain nombre de chiffres clés? Vous accompagnez combien d'agriculteurs? À quel endroit? Dans quel pays? Parce que vous ne travaillez pas que en France, vous travaillez dans d'autres pays européens également, et puis pas seulement sur les grandes cultures. Vous avez toute une diversité en fait d'actions. Et puis finalement, quel genre d'entreprise vous finance? Qui sont vos clients? Alors effectivement, on n'est plus une entreprise française aujourd'hui. 80% de notre activité se fait à l'étranger. On a donc beaucoup d'activités en Europe de l'Est, sur la céréale notamment. Beaucoup d'activités aussi dans le sud de l'Europe et notamment en Espagne, sur tout ce qui est fruits et légumes. En France évidemment. Donc la chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on travaille dans une vingtaine de pays. On accompagne aujourd'hui une centaine de milliers d'hectares dans ces 20 pays, principalement pour le compte de grands industriels, de l'agroalimentaire, du luxe ou de la cosmétique. Donc ça peut être des entreprises comme Materne, comme Danone, mais également des grands noms de la cosmétique comme l'Occitane, comme Dior ou comme Chanel. Et donc en fait finalement, il y a énormément d'industries qui travaillent avec des produits biosourcés, issus de l'agriculture. Et donc on peut avoir beaucoup de projets très différents. Et donc évidemment, ça nous demande d'avoir des compétences à la fois sur les cultures annuelles, comme les grandes cultures ou les légumes, mais aussi des cultures pérennes, comme l'arboriculture ou la vigne. Ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive dans 80% des cas à trouver des itinéraires culturaux qui produisent de la valeur environnementale, mais c'est intéressant aussi pour l'agriculteur. Parce qu'un sol qui fonctionne mieux, c'est un capital qui fonctionne mieux et qui permet d'économiser des intrants demain. Donc on arrive à faire des fois, au bout de 5-6 ans, 30% d'économie d'engrais sur certains itinéraires techniques, de l'économie d'eau et de l'économie de charge de travail. Ça, c'est quasiment toujours le cas, notamment pour les cultures annuelles, la réduction du temps de travail. On gagne 45 minutes à 1h30 à l'hectare. Donc l'idée, c'est de lier les deux. Dans 20% des cas, 10% des cas, des fois l'équation technico-économique n'est pas simple, mais il faut la résoudre. Et donc c'est là où c'est intéressant de travailler aussi avec le privé, qui est capable de donner des prix un peu supérieurs à la tonne pour compenser ou accompagner cette transition. Et donc ces projets filières, c'est souvent de l'accompagnement sur le terrain, couplé à une dynamique filière où l'industriel va payer un peu plus les produits en agriculture régénératrice. Et donc il faut mesurer pour s'assurer que c'est en agriculture régénératrice, d'où l'importance d'indicateurs et notamment la collaboration qu'on peut avoir avec MyEasyFarm là-dessus. Merci beaucoup. Donc on comprend bien une action prime filière, trouver son modèle économique et puis aussi travailler hors du champ agroalimentaire, puisque vous citiez des entreprises qui ne sont pas forcément dans l'agroalimentaire également. Alors je pense que c'est une bonne transition, on parlait de prime filière, bonne transition pour passer la parole à Julien Coignac. Donc je change la diapo, voilà. Donc vous allez nous parler des actions que vous avez mises en place dans votre coopérative Cristal Union, justement pour décarboner votre propre filière, donc de transformation de la betterave en sucre et alcool, que ensuite vous allez vendre à d'autres entreprises, soit dans l'agroalimentaire, soit hors champ agroalimentaire, et justement qui sont eux, en fait, donneurs d'ordre, on va dire, qui impulsent en fait cette action, ces demandes de décarbonation et d'engagement dans l'agriculture régénératrice. Je crois que vous avez un micro. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Julien Coignac, effectivement je travaille chez Cristal Union qui est une coopérative agro-industrielle betteravière, c'est-à-dire que la coopérative appartient à nos agriculteurs. Nous avons 9000 coopérateurs planteurs de betteraves. Cette betterave, on la transforme en sucre et en alcool, ainsi qu'en produits feed pour l'alimentation animale.
Les secteurs, ça va être de l'agroalimentaire en B2B, mais aussi en B2C. Donc vous connaissez sans doute la marque Daddy sucre, Erstein aussi, également qu'on a dans l'Est. Donc pour l'agroalimentaire principalement, l'alcool, ça va aller dans les secteurs industrie, pharmacie, cosmétique. Parlez bien près du micro. Voilà. Industrie, cosmétique, la pharmacie également. Et puis les fuites, je l'ai dit, pour l'alimentation animale ou la production d'énergie. Nous sommes engagés dans un projet de décarbonation globale de notre industrie. Nous sommes dans l'industrie lourde. Nous avons un peu plus d'une dizaine d'implantations en France, de sites industriels, sucreries et distilleries, qui consomment de l'énergie. Et à ce titre-là, nous avons engagé un gros plan de décarbonation sur l'ensemble de nos activités depuis un certain nombre d'années, mais qui concerne autant nos émissions scope 1 et 2, donc l'industrie vraiment, que le scope 3, notre partie agricole avec nos agriculteurs. Alors, sur la partie industrielle, on a évidemment une feuille de route, un plan d'action décarbonation avec un nombre d'investissements précis sur la réduction des consommations d'énergie, la valorisation des énergies fatales ou valorisables encore, ou l'engagement en faveur des énergies renouvelables, en utilisant notamment nos coproduits, nos résidus de transformation. Et puis sur la partie scope 3, ce sont nos agriculteurs. Donc comment en fait on fait pour les engager aussi davantage dans des projets de décarbonation? C'est bien là la question pour nous. On s'est engagé depuis 4-5 ans maintenant avec Pour une agriculture du vivant, PADV, sur l'agriculture de régénération, pour travailler à l'adaptation de leurs fameux indices de régénération et comme un cahier des charges finalement de l'agriculture de régénération sur l'itinéraire technique betterave et rotation grande culture. Donc on a travaillé longtemps avec eux, on travaille toujours d'ailleurs, avec des clients également, parce qu'on a besoin de l'aval pour justement valoriser ces bonnes pratiques aussi. Et c'est ça l'intérêt, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'on fait pour valoriser ces pratiques qui parfois peuvent aussi coûter un petit peu plus cher. Alors on essaie de pas que ça coûte pas plus cher, mais souvent ça l'est un petit peu malgré tout, en tout cas compenser une baisse de rendement aussi temporairement. Donc comment est-ce qu'on fait finalement pour que nos clients s'engagent avec nous sur ce type de filière? Donc on s'est lancé avec PADV, on a lancé aussi nous-mêmes une offre commerciale spécifique, c'est-à-dire qu'on a lancé une offre qui s'appelle Amplify. Amplify, ça vise à vendre soit du sucre ou de l'alcool associé avec une valeur ACV, très précise, basée sur des données primaires, mais aussi sur des filières d'agriculture de régénération. Donc là, on travaille en mass balance et on a tous nos agriculteurs qu'on a identifiés, qu'on a évalués sur les pratiques d'agriculture de régénération. Et on sait lesquels ont passé le seuil qui permet de dire que oui, ils pratiquent ce type d'agriculture. Ça ne nous empêche pas de les accompagner à progresser. On a toute une cellule de conseil pour les accompagner. Voilà. Donc là, on essaie de vendre à nos clients cette offre-là, clairement, avec un bonus en plus, une prime, qu'on reverse directement aux agriculteurs. Donc là, ça va être la première année où on a engagé déjà quelques clients sur cette offre-là. Alors on imagine qu'on ne va pas vendre le total de la production de nos agriculteurs qui sont engagés en agriculture de régénération, mais c'est un début et l'année prochaine on espère faire plus. Voilà. Donc cette année on a quelques dizaines de milliers d'euros à répartir. Donc vous me disiez que sur les 9000 agriculteurs qui sont dans votre coopérative, il y en a environ 1 millier qui ont un bon résultat sur l'indice de régénération? Oui, l'indice de régénération c'est sur 100 points et au-delà de 40, on considère que l'agriculteur pratique des pratiques d'agriculture de régénération. Pour l'instant, on a évalué à peu près la moitié de nos agriculteurs. L'objectif, c'est de les évaluer tous d'ici fin 2024. Là, pour l'instant, on a évalué la moitié et on en a un peu plus de 1000. Donc on imagine qu'on a quasiment 20% de nos agriculteurs engagés en agriculture de régénération. Donc, voilà. Donc on voit bien l'importance de la mesure que François va illustrer tout à l'heure, mais il ne faut pas que ce soit du greenwashing. Je pense que c'est le gros mot que tout le monde a en tête, c'est l'éléphant dans la pièce. Donc l'idée, c'est que ces entreprises qui achètent vos produits ou qui achètent vos services, en fait, elles puissent afficher quelque chose qui soit mesurable et qui soit prouvable. Et donc c'est dans ce cadre-là que vous vous engagez en mesurant les impacts en fait des actions, de la transformation en fait que les agriculteurs mettent en place. Oui, d'un cadre plus général, on s'est engagé dans SBTI, qui est Science Based Target Initiative, il y a maintenant 3-4 ans. On s'est fait valider une trajectoire de décarbonation pour le groupe il y a 2 ans déjà maintenant. On était le premier sucrier européen à s'être engagé dans ces démarches-là. Donc ça repose bien sûr sur le plan d'action décarbonation qu'on a sur l'industrie, mais bien sûr, ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça porte aussi sur le scope 3. Dans ce cadre-là, l'agriculture de régénération, c'est bien, mais il faut qu'on arrive aussi à l'évaluer. Il faut qu'on arrive vraiment à mesurer. Donc ça passe beaucoup par la collecte de données
par de la modélisation carbone de nos agriculteurs et des itinéraires techniques. Maintenant, on est passé d'une logique en agriculture, de la logique ACV d'une culture à la logique de la rotation, pour prendre en compte ces effets d'agriculture de régénération. Ce qui aussi complique aussi un peu la tâche, parce que nous, on vend du sucre, on ne vend pas la rotation de notre agriculteur, on vend du sucre ou de l'alcool, donc on vend que la betterave, entre guillemets. Mais oui, effectivement, c'est pour ça qu'on s'est engagé avec Maizy Farm depuis quelques années. D'abord sur un diagnostic simplifié pour avoir aussi une estimation de la mesure, et maintenant cette année sur un projet plus global pour arriver à mieux évaluer les émissions de nos agriculteurs, donc vraiment la partie émissions qui portera sur les 10 000 agriculteurs, donc là on est vraiment sur un ensemble de collecte de données très importante, et sur le stockage dans le sol de carbone. Est-ce que vous pouvez nous donner le montant de cette prime filière dont vous parliez tout à l'heure ? L'objectif, c'est d'arriver à redistribuer 5 € par tonne de betterave aux agriculteurs qui pratiquent l'agriculture de régénération. Et c'est que ça soit clairement un levier pour engager davantage d'agriculteurs. Mais ça dépend aussi beaucoup des clients, les clients qui sont très demandeurs et dont on a besoin qui s'engagent à nos côtés. On engage une force de conseil, de coopération, de paiement, mais on a besoin aussi de leur soutien financier de ce côté-là. Merci beaucoup de votre témoignage. Donc là, on était vraiment dans le lean setting, c'est-à-dire la décarbonation de la chaîne de valeur. Maintenant, je vous propose, avec Nicolas Ferrière, de passer à l'offsetting, c'est-à-dire de la compensation des émissions par un certain nombre d'entreprises qui vont en fait être intéressées par l'achat de crédits carbone générés par des agriculteurs et aussi par des forestiers, on va le voir. Donc Nicolas Ferrière, vous avez une vision également d'interface entre les agriculteurs et puis les entreprises qui sont intéressées par ces achats de crédit carbone. Quel est, votre retour d'expérience ? Qu'est-ce que vous constatez aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe en fait ? Qu'est-ce que vous mettez en place ? Pourquoi ces entreprises sont intéressées de plus en plus par l'achat de ces crédits carbone agricoles ? Oui, donc nous, effectivement, on est CarbonApp, on est ce qu'on appelle un développeur de projets de compensation carbone, de contribution carbone. Et effectivement, on est capable de travailler dans une démarche d'insetting, donc de décarbonation finalement intra-filière. Mais ce qu'on peut apporter aujourd'hui à cette table ronde, c'est une vision aussi, comme vous l'avez dit, d'offsetting. Donc l'offsetting, c'est quoi ? C'est effectivement comment faire financer un projet par un acteur qui n'est pas dans la chaîne de valeur. Et donc, ça se fait par l'interface, évidemment, des crédits carbone, du label bas carbone, d'outils comme Maizy Farm qui vont nous permettre d'avoir toute cette traçabilité de données. Mais donc, le véhicule financier, c'est le crédit carbone, mais il a aussi, finalement, pour nous, beaucoup d'autres intérêts, notamment dans ces démarches d'offsetting. Et donc, quand on fait ça, en fait, finalement, l'agriculture régénératrice, pour nous, c'est un marchepied pour aller conscientiser. C'est vraiment... conscientiser, mot-clé. Conscientiser, ouais. C'est un objectif qui est assez intéressant et assez complémentaire avec toute la vision technique que vous avez eue juste avant, mais qui est néanmoins en fait hyper important, ne serait-ce que finalement pour expliquer à au commun des mortels ce qu'ils ont dans leur assiette. Et donc ça, c'est des choses que nous, on fait. On apporte beaucoup de pédagogie. Et ce crédit carbone, effectivement, on va valoriser financièrement une tonne équivalent carbone. C'est notre métier, nous, chez CarbonApp, de générer des crédits carbone et de les valoriser financièrement, mais on valorise aussi tous les co-bénéfices. Et donc ça, c'est hyper important, hyper intéressant. Pour prendre un exemple, aujourd'hui, on travaille avec ADECO, qui est donc un spécialiste des ressources humaines et de l'emploi. Et on connaît toutes les difficultés qu'on a dans le monde agricole sur l'emploi, notamment avec les départs à la retraite. Et donc eux, finalement, pourquoi ils ont choisi de soutenir le monde agricole plutôt que le monde forestier ? C'est justement parce qu'ils avaient finalement un point de contact, un atome crochu avec le monde agricole pour soutenir de l'emploi et donc pour permettre à des cadres en reconversion professionnelle de s'installer, à des jeunes installés, des jeunes qui reprennent l'exploitation des parents, etc. Et donc quand ils ont choisi quels exploitants ils allaient financer, ils nous ont donné ce cahier des charges-là. Trouver des jeunes, des repreneurs, des reconversions. Et donc c'était ça finalement le lien entre une société qui est un peu loin du monde agricole en réalité, mais par l'emploi
qui a trouvé du sens et justement dans une stratégie beaucoup plus globale, une trajectoire mesurée avec un plan d'action à l'échelle du groupe, éviter, réduire et ensuite avoir cette action volontaire de contribution carbone. Donc ça c'était un exemple qui permet, au-delà de tous les bienfaits économiques, techniques qui ont été mentionnés juste avant, on a aussi ce côté social qui est hyper important dans toutes les démarches RSE et qui peut être véhiculé, si je puis dire, en surcouche d'un crédit carbone. On peut avoir aussi la même logique dans le monde à l'échelle d'un bassin hydrologique, notamment ce qu'on fait avec la SOR. Et donc la SOR s'occupe d'importants contrats de délégation de services publics pour la gestion de l'eau potable. Et donc quand on travaille finalement dans une logique de décarbonation d'un service public de traitement et d'acheminement d'eau potable, eh bien on peut aussi travailler finalement dans le monde agricole à l'échelle d'un bassin hydrologique où on va aller identifier des exploitants qui vont permettre, via un financement carbone, d'intégrer une plus-value au niveau de la préservation des sols et de la préservation de la ressource en eau, autant sur la qualité que sur la quantité. Et donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des exploitants qui sont dans des transitions de pratiques à vocation environnementale, économique, carbone, mais aussi avec des leviers de lutte contre l'érosion, de couverts végétaux, de travail sur les intrants, etc., de façon à ce que finalement, quand je suis un administré de la localité en question, quand je tire de l'eau du robinet, eh bien finalement, cette eau, elle est peut-être passée par une exploitation agricole qui a mis en place tous ces leviers. Et donc, on considère que la boucle est bouclée quand on arrive à faire ça. Donc ce que je comprends bien, c'est que en fait, c'est du cas par cas. En fonction des entreprises ou des institutions publiques, finalement, chacun est sensible à un certain nombre de valeurs et donc c'est par la sensibilité spécifique de chacun que vous arrivez à les accrocher et à les sensibiliser au financement de la transition agroécologique finalement. Exactement. Ok. Très bien. Il y avait, en préparant cette table ronde, vous me disiez aussi l'attractivité finalement des crédits carbone agricoles par rapport aux crédits carbone forestiers en termes de temporalité. Le temps de l'agriculture est plus rapide que le temps de la forêt et finalement les impacts sont visibles plus vite par ces différentes entreprises ou institutions. Oui, effectivement, c'est un point qui est intéressant. En termes de comparaison, quand une entreprise veut faire de la contribution carbone volontaire à travers une démarche SBTI ou Net Zero Initiative, elle va forcément réfléchir à l'échelon temps. Et planter un arbre, ça va séquestrer du carbone pendant une grande durée de vie de révolution, donc ça va être 30, 40, 50 ou plus. Donc finalement, c'est une action qui va être long-termiste. Alors que dans le monde agricole, via les cycles de rotation qui sont beaucoup plus courts, en fait, on peut avoir un levier d'action qui est beaucoup plus rapide. Et ça, c'est hyper intéressant parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on a en tête dès le début, mais ça peut orienter les financements justement vers le monde agricole plutôt que vers le monde forestier, typiquement, quand l'entreprise contributrice, elle est dans cette logique d'agir vite. Et donc, forcément, dans une démarche de trajectoire de décarbonation et d'alignement sur nos engagements à 2050, il faut aller vite. Donc, il faut aller vers le monde agricole. Ok, donc message positif, parce que c'est vrai qu'on n'entend pas toujours des messages positifs sur en particulier le prix des crédits carbone agricoles grande culture, qu'on juge souvent pas assez élevé, 30-40 euros c'est faible. Mais c'est beaucoup plus rapide. Voilà. Donc voilà un sacré avantage. On va passer maintenant la parole à François Thierrard, voilà, qui est donc la puissance invitante de cette table ronde. MyEasy Carbone, du coup, on a bien compris
la nécessité en fait de pouvoir mesurer pour prouver ce qu'on affirme finalement, et que ces entreprises, ces organisations qui financent cette transition, elles ont besoin de preuves, elles ont besoin d'apporter des preuves de ce qu'elles affichent en termes d'engagement RSE en particulier. On pense à la mise en place de la directive CSRD aujourd'hui au niveau européen. Alors présentez-nous ce que Maïzy Carbone, Maïzy Farm propose justement en termes de services pour quantifier, mesurer, quelle vision technique en fait vous apportez. Merci Marie-Cécile. Donc, je suis François Thirard, le fondateur de Maïzy Farm. On ne l'a peut-être pas dit au début, mais l'agriculture aujourd'hui, ça représente 20% des émissions de gaz à effet de serre, donc c'est pas négligeable du tout. Et effectivement, les groupes agro-industriels sont sous la contrainte de la CSRD, par exemple, tu en as parlé, mais sont sous la contrainte également de leurs clients. Leurs clients qui commencent à leur demander les trajectoires carbone ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc ils sont sous la contrainte de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, d'une part, mais ça va au-delà de l'agriculture, ça va au-delà du carbone, ça va sur ce qu'on appelle l'agriculture régénératrice, qui va au-delà du carbone, parce qu'on parle de biodiversité, on parle de santé des sols, Sébastien en a parlé tout à l'heure. On va parler de l'utilisation de l'eau également, parce que l'eau, c'est un intrant qui est de plus en plus rare et cher et qui est beaucoup utilisé en agriculture. Donc il faut être capable de suivre l'ensemble de ces informations et d'embarquer pour les groupes agro-industriels l'ensemble de leur supply chain à réduire leurs indicateurs par rapport à ce genre de choses. Et donc, parce que ce n'est pas juste les groupes agro-industriels qui peuvent faire ce genre de choses, 70% en moyenne, ça peut être plus, ça peut être un peu moins, mais en moyenne, c'est 2/3 des émissions d'un groupe agro-industriel ne sont pas dans ce qu'on appelle le scope 1 ou le scope 2, c'est-à-dire à l'intérieur des usines, dans le transport, etc., mais sont plutôt dans la supply chain. Et la supply chain, c'est principalement les agriculteurs. Donc si les groupes agro-industriels ne sont pas capables d'embarquer leurs agriculteurs, Julien en parlait tout à l'heure, il ne va pas se passer grand-chose de ce côté-là. Et donc, c'est pour ça que les agriculteurs sont à la base. Alors, on n'a pas d'agriculteurs autour de la table ici, mais les agriculteurs, c'est les premières personnes qui sont impliquées dans ce genre de choses. Et c'est eux qui vont pouvoir activer cette transition. Donc, si nos outils, nous, ils sont là pour pouvoir mesurer justement ces changements de pratique. Parce que bon, on peut parler, on peut dire des tas de choses, mais comme tu disais tout à l'heure, on ne peut pas faire du greenwashing. L'objectif, c'est de mesurer des choses. Mesurer d'une part, avoir un premier, si on passe le premier slide, c'est de pouvoir mesurer dans un premier temps où est-ce qu'on est, c'est-à-dire faire on va dire un bilan carbone d'une exploitation agricole. Et c'est surtout de pouvoir suivre les changements de pratique de l'agriculteur pour voir dans quelle trajectoire il est. Est-ce qu'il est en train de stocker plus de carbone dans le sol? Est-ce qu'il est en train de réduire ses émissions de gaz à effet de serre? Donc il faut être capable de suivre ce genre de choses de manière très très précise, parce que l'évolution aussi du CSRD fait que il y a quelques années, on pouvait se contenter encore de moyennes en disant ok, une tonne d'orge par exemple, c'est tant d'émissions, et puis je prends une moyenne nationale, je prends ma quantité de tonnes d'orge que j'ai utilisée, puis c'est bon. Maintenant, on ne peut plus aller on est obligé d'aller beaucoup plus dans le détail et de descendre au niveau de l'exploitation agricole, peut-être pas encore au niveau de la parcelle, mais presque, pour pouvoir dire comment j'ai cultivé cette tonne d'orge, quels ont été les changements de pratique que j'ai réalisés, et du coup, combien j'ai stocké en plus de carbone dans le sol, combien j'ai réduit mes émissions de gaz à effet de serre, et là je parle que de carbone. Et donc nos outils, nous, sont là pour faire ce genre de choses. Et le gros différenciateur par rapport à d'autres solutions du marché, c'est qu'on utilise des données déclaratives des agriculteurs. Donc les agriculteurs saisissent un minimum d'informations dans la plateforme, mais surtout, on essaye d'utiliser au maximum des données numériques pour prouver que ces informations sont réelles. Alors, un, pour faciliter la saisie des informations par les agriculteurs, mais deux, pour prouver que les informations sont fiables et vérifiables. Donc on utilise la donnée satellite, par exemple, qui permet de mesurer le taux de couverture du sol, par exemple. On utilise également, et là c'est une vision à très, très haut niveau, puisque le satellite Sentinelle qu'on a tous payé avec nos impôts, il nous permet de voir un pixel qui est 10 mètres par 10 mètres. Donc avec 10 mètres par 10 mètres, vous ne voyez pas tout ce qui se passe dans une parcelle. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on combine ces informations satellites
avec les données des matériels agricoles. Parce qu'un tracteur, c'est un peu comme votre voiture. Le tracteur, maintenant, il est traqué. On sait combien de temps il a passé dans une parcelle, combien il a consommé de carburant, mais surtout, l'épandeur d'engrais qui est derrière, il enregistre la quantité d'engrais qui a été épandu, le pulvérisateur de la même manière, la moissonneuse-batteuse, etc. Donc tous ces matériels qui sont quelque part les capteurs au plus près de ce qui se passe dans une parcelle sont capables d'enregistrer ces informations. Et nous, on a la chance d'être certifiés ISOBUS, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais on est capable de remonter toutes les données qui remontent de ces matériels pour suivre les changements de pratique au niveau de l'itinéraire technique, donc suivre les changements de pratique de l'agriculteur. Et donc c'est ce qu'on voit ici à travers les différentes courbes. Donc on a la courbe orange qui est la courbe de référence, c'est-à-dire si je ne change rien, voilà où je vais. Et puis année par année, on va être capable de suivre les changements de pratique de l'agriculteur et de générer soit des crédits carbone, dans le sens du label bas carbone grande culture, soit des indicateurs d'agriculture régénératrice qui vont donc s'intéresser beaucoup plus large que cette fois-ci les crédits carbone. Et ces informations qui viennent de l'agriculteur, on est ensuite capable de les remonter au niveau supérieur. Si tu montres un exemple, donc on est capable au niveau d'un projet, comme les projets que Carbonate monte, mais d'autres porteurs de projets, des coopératives, des chambres d'agriculture, etc. Donc des porteurs de projets, on est capable de regrouper toutes les informations de l'ensemble des exploitations agricoles qui font partie de ce projet pour avoir des indicateurs un peu plus globaux qui nous permettent de comprendre où est-ce qu'on va, soit uniquement dans le domaine du carbone, et si on va sur le slide après, c'est de voir non seulement des sujets carbone, mais également des sujets de biodiversité, de santé du sol, de l'utilisation de l'engrais, de l'utilisation de l'eau. Là, il n'y en a pas ici, mais de l'utilisation de l'eau. Et ça, c'est fondamental de pouvoir suivre l'ensemble de ces choses-là, en fait. Parce que à travers des projets de ce type-là, on est capable de voir la véritable évolution de l'ensemble de la supply chain, que ce soit en termes d'émissions de gaz à effet de serre, mais également en termes de biodiversité et en termes d'indicateurs d'agriculture régénératrice. Donc il faut être capable, de manière générale, de mesurer et de suivre les changements de pratique. Sans ça, on parle dans le vide, en fait. Et puis on n'améliore que ce qu'on mesure. On ne sait comment améliorer que ce que l'on mesure bien, donc évidemment. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous parler des liens qu'il y a en fait entre MyEasyFarm et puis les différents acteurs qui sont là aujourd'hui? Je crois qu'il y a un partenariat stratégique avec Biosphère, par exemple. On vient de signer un accord de partenariat avec Biosphère parce qu'on considère qu'on est très complémentaires, puisque Sébastien et ses équipes apportent toute la connaissance des changements de pratique. Au niveau, ils sont capables d'écrire des cahiers des charges d'agriculture régénératrice auprès des agro-industriels, auprès des coopératives. Ils font de la formation dans ce domaine-là. Nous, on amène la plateforme qui permet justement de mesurer ces changements de pratique. Avec Julien, notre exemple, c'est un bon exemple, tu l'as cité, Julien. Donc, on a développé des outils qui permettent de faire du diagnostic simplifié, donc qui permettent à un agriculteur en une dizaine de minutes de comprendre où est-ce qu'il en est en termes d'émissions de gaz à effet de serre, de stockage de carbone. Et surtout, ça lui permet de jouer entre guillemets, avec les différents leviers, donc comme la réduction de l'utilisation d'engrais minéral, comme la réduction du travail du sol, comme l'implantation de couverts intermédiaires. Donc il peut jouer avec ces différents leviers pour comprendre quel va être son impact s'il change ses pratiques. C'est pas un outil, c'est un outil simple qu'on peut remplir en une dizaine de minutes, qui a été utilisé aujourd'hui par plus de 5000 agriculteurs en France l'année dernière. Donc ça lui permet, c'est plus un outil de formation quelque part. Et puis dans un deuxième temps, après, on a l'outil MyEasyCarbone qui est labellisé label bas carbone, qui permet de générer des crédits carbone, comme avec des développeurs de projets comme Carbonate. Voilà, donc on travaille à l'ensemble de ces acteurs-là et notre métier à nous, c'est d'amener les outils qui vont permettre de mesurer tout ça. Merci beaucoup. Maintenant, je vais vous demander à tous les quatre comment aller plus loin. En fait, on comprend qu'aujourd'hui, on a déjà plusieurs milliers d'agriculteurs qui sont engagés dans cette transition parce qu'il y a des financements qui se mettent en place, parce qu'il y a de la formation, de la culturation. Mais qu'est-ce qui manque pour aller encore plus loin, qu'on arrive à une massification en fait de ces actions pour qu'il y ait un véritable impact climatique en particulier ou d'impact sur la biodiversité? Sébastien. Merci beaucoup.
Je pense que déjà, ça c'est le point positif, je pense que la base de la façon de fonctionner aujourd'hui commence à être la bonne. C'est-à-dire qu'on a la transition, c'est souvent quelque chose qui est profondément humain. Aujourd'hui, je ne vais pas dire que la technique c'est plus un sujet, mais c'est beaucoup moins un sujet. La vraie question, c'est comment j'ai une adoption de ces nouvelles techniques par les agriculteurs, comment elles sont acceptées. Et pour qu'elles soient acceptées, c'est assez simple. Il faut que le rapport coût-bénéfice de l'adoption de ces pratiques soit positif. Si on leur dit vous allez gagner moins d'argent, passer plus de temps dans les champs et plus vous embêter, quand même assez peu de chances pour que ces pratiques-là soient adoptées. Donc la clé de voûte, c'est toujours avoir un rapport coût-bénéfice très positif. Donc il faut travailler de manière à ce que les itinéraires techniques permettent de passer moins de temps, de coûter moins cher. Et il faut compenser potentiellement, et c'est vrai pour des cultures racines comme les betteraves, c'est vrai dans quelques autres cultures compliquées, on peut avoir des dépréciations de rendement ou de qualité qu'il faut prendre en compte, ça c'est important. Et donc c'est là où les primes filières sont intéressantes. Donc l'itinéraire technique en soi doit être intéressant à court ou moyen terme, et les primes filières sont là pour accompagner la transition. Donc déjà cette base-là, elle est acquise aujourd'hui. Je pense qu'il y a très peu aujourd'hui de coopératives de négoce et d'industriels d'acheteurs qui ne sont pas conscients de ça. Maintenant, je pense qu'il faut simplement continuer ce mouvement-là. Et le verrou que nous on voit, c'est qu'on a des projets aujourd'hui pilotes, même des fois des gros. Le projet qu'on a où on utilise la solution MyEasyFarm avec le tableau de bord que vous avez vu, où on a inclus à l'intérieur finalement le lien avec le SBTN, c'est-à-dire l'évaluation autour des sols, de la biodiversité, de l'eau, des itinéraires techniques en plus du carbone. Il est sur 14 000 hectares, donc ce n'est pas une petite surface. Ceci dit, on est en Europe de l'Est, sur des pays qui en ont des millions, et donc la question c'est comment on fait ce passage à l'échelle. Donc c'est pour ça que structurellement les itinéraires techniques doivent être plus intéressants, et donc après on a deux verrous majeurs, c'est des fois des nouvelles machines et des nouveaux outils. Par exemple, si je prends la transition vers le maïs, on va dire le plus régénératif qu'on pourrait avoir, on est sur du maïs où on va travailler juste sur le rang et on va écarter les maïs non pas de 75 mais de 40 cm. Et donc il faut pour ça que le sol soit prêt. Donc il y a 3-4 ans de préparation, mais après on a un débit de chantier qui est terrible, une exécution qui est hyper facilitée. Aucun agriculteur qui est dans ce type de pratique-là va revenir en arrière. Mais il faut pouvoir avoir les connaissances et les compétences pour le faire. Donc c'est l'échange pair à pair. Je pense que les agriculteurs apprennent le mieux avec les agriculteurs. Des techniciens et des conseillers comme nous qui sont là pour accompagner le mouvement, apporter un niveau d'expertise intéressant. Et après, l'accompagnement des filières sur les primes filières. Des techniciens aussi dans les structures comme par exemple Cristal Union. Moi, j'ai eu le plaisir de former énormément de techniciens de Cristal Union. Et donc, on voit aussi qu'il y a une appétence des techniciens à rénover un peu leur bagage agronomique aujourd'hui pour s'adapter à ce type de pratique-là. Donc, je trouve que c'est très positif. Et donc, voilà, le mouvement est engagé, il faut l'accélérer. La question du financement complémentaire pour les nouvelles machines et nouveaux outils et sur la connaissance, c'est les deux seules choses qu'il faut accélérer pour que ce passage à l'échelle se fasse. On voit que ce passage à l'échelle peut être des fois complexe. Est-ce que l'agriculture régénératrice, c'est quelque chose qui va être de niche et presque demain, bon allez, on va l'oublier parce que c'est pas sérieux, ou est-ce que ça va devenir l'agriculture conventionnelle de demain? Moi, je suis persuadé que c'est la deuxième option, pour deux raisons. Un, par la réglementation, en tout cas dans les pays européens. Le CSRD, tu l'as cité, mais les grosses entreprises aujourd'hui doivent prouver qu'elles ne nuisent pas à l'environnement. Donc l'agriculture régénératrice va devenir structurant. Donc ça ne pourra pas s'évanouir comme si j'avais créé une filière qualité. Enfin, moi, ma famille est dans les légumes depuis longtemps, donc on passe notre temps à créer des marchés de niche qui s'effondrent 5 ans plus tard et à les refabriquer derrière. Donc je connais bien la question. Là, on est sur quelque chose de structurant. Et on va avoir également un intérêt agronomique et économique. Les intrants sont très chers. Moi, j'ai un exemple en tête chez un gros maraîcher chez qui on a travaillé. On lui a fait faire dès la première année 25% d'économie d'engrais et 20% d'économie d'irrigation. Ça lui a fait gagner, alors le conseil lui a coûté autour de 7-10 000 euros, mais il a gagné plus de 100 000 euros la première année, parce qu'il est sur 20 hectares de serre. C'est ça la bonne équation, c'est que ça paye direct. Et la prime filière est là pour accompagner, faciliter. Peut-être demain, elle peut durer dans le temps. Nous, on travaille avec des acteurs qui veulent la faire durer dans le temps, d'autres qui veulent que ça soit temporaire. Mais structurellement, l'itinéraire technique doit être rentable. Et aujourd'hui, les charges sont chères. L'eau va être de plus en plus chère, les engrais sont très chers.
Les produits de protection des cultures sont de moins en moins, on va dire, faciles parce que la réglementation les interdit et souvent à raison malgré tout. Même si des fois ça peut être compliqué parce qu'il y a du dumping. Le problème, c'est le dumping. C'est qu'on se retrouve avec des moyens de production en moins dans notre pays et ailleurs ils les ont. Donc c'est ça le vrai frottement. Et donc en fait, on va devoir s'adapter à tout ça. Et je pense qu'à l'échelle européenne, on peut le voir parce que nous on travaille à l'échelle européenne énormément, ça devient aussi structurant. Et ça va arriver dans les prochaines années. Donc pour moi, aller vers ce type de production-là aujourd'hui en tant que producteur et industriel, c'est prévoir l'avenir. Et l'entrepreneuriat, c'est de l'anticipation sur le marché. Et ça va devenir une composante importante du marché demain. Voilà. Merci pour ce message positif. Ça paye direct et c'est structurant, c'est ce que je retiens. Les mots-clés, est-ce que chez Cristal Union, ça paye direct et est-ce que c'est structurant aussi ? Alors non, ça ne paye pas direct. Mais on aimerait bien. Mais ouais, voilà. La betterave n'est pas évidente, c'est pas une culture simple. Techniquement, on sait que c'est même une culture compliquée à maîtriser d'une année sur l'autre aussi, ça peut être difficile. Les aléas climatiques et la pluviométrie, le climat influent beaucoup dessus. Donc c'est vrai que même quand on met en place des bonnes pratiques ou qu'on va dans le sens de l'agriculture de régénération, d'une année sur l'autre, les bénéfices ne vont pas se faire sentir tout de suite. C'est plutôt du court moyen terme, quelques années quand même. D'où l'intérêt de cette prime filière. D'où l'intérêt de cette prime filière pour sécuriser. Ouais, pour sécuriser, pour l'achat de matériel, parce que quand il y a un capex à faire tout de suite, il faut le faire et l'investissement agricole est toujours élevé. Il y a aussi besoin de cadres. On parle d'agriculture de régénération, c'est des mots qui peuvent sonner un peu greenwashing parfois. Agriculture de conservation, agriculture, retour à l'agronomie. Ça, on aime bien parler de ça. Tout le monde les emploie aussi un peu à droite à gauche, pas forcément de manière raisonnée. Il y a besoin de cadres là-dessus. On va dans la CSRD, on va dans des choses qui sont beaucoup plus transparentes. Le SBTI, le GRG protocole, etc. On est dans des domaines où il y a des standards qui se mettent en place, qui sont au début un peu contraignants et qui finalement permettent aussi mieux de se situer. Quand on essaie de vendre une culture ou quand on essaie de vendre un sucre ou un alcool cultivé, dont la betterave a été cultivée en agriculture de régénération, on a aussi envie de pouvoir le mettre en avant et de l'évaluer. Et pour ça, on a besoin de mesures. Donc on revient toujours à la question de la mesure et de la donnée. La collecte des données agricoles, c'est toujours quelque chose de compliqué. Mais on va vers le big data agricole. On a besoin de ces données-là pour pouvoir les utiliser, les modéliser, caractériser l'agriculture et l'agriculteur. On peut arriver à des résultats très différents avec des pratiques identiques. Donc on a besoin, en tout cas, de ce cadre de référence et en même temps de ces mesures-là. Et là, on parlait aussi de crédit carbone et on est toujours à l'échelle de la rotation. C'est très bien, c'est vraiment la bonne logique, c'est la bonne échelle pour évaluer. Mais en parallèle, moi, quand j'ai besoin de mon impact betterave, j'évalue aussi du coup le blé, le colza, le triticale de tous les agriculteurs qui sont sur, de toutes les cultures. Donc c'est vrai que cette logique, elle est hyper bonne. En revanche, quand on vend la prime filière, moi, je ne vends pas du blé. Donc j'ai besoin de revenir à la question de l'allocation. Et l'allocation, c'est très bien la faire en industrie sur différents critères. On sait c'est des choix méthodologiques. Hein. On connaît les impacts positifs ou négatifs d'un type d'allocation. On a besoin de la même chose pour les cultures de la rotation. Moi, j'ai besoin de pouvoir revenir à la location en disant, voilà, finalement, sur la rotation, l'impact, c'est ça. Et ma betterave, là-dedans, c'est ça, moyennant tel et tel choix méthodologique. Et c'est sous ce couvert-là qu'on va pouvoir vendre, nous, du sucre ou de l'alcool avec une valeur gaz à effet de serre qui va être demandée par nos clients, qui est déjà demandée par nos clients, qui va alimenter à leur tour leur scope 3. Voilà. Et c'est comme ça que ça va pouvoir permettre de faire progresser et de payer des primes filières. Les primes filières, un client, il ne va pas vouloir payer si on lui vend juste en lui disant on fait de l'agriculture de régénération, mais derrière, il n'y a pas de critères, il n'y a pas de mesure, il n'y a rien. Il n'y a pas d'indicateur. C'est vrai qu'on est un peu embêtant en kikinant avec tous ces chiffres et ces indicateurs, mais on est toujours dans le discours de la preuve maintenant. On a besoin de preuves. Nous-mêmes, on se fait auditer chaque année par des commissaires aux comptes sur la RSE, sur la CSRD bientôt. On est dans cette logique-là de transparence. C'est bien et c'est pas bien, mais en tout cas, le constat est là. Voilà, donc moi c'est méthodologie, allocation et puis cadre de référence sur l'agriculture de régénération qui je pense est aussi la voie, j'espère, conventionnelle de demain. Voilà. Ça, on manque de définition officielle aujourd'hui de l'agriculture régénératrice. Hein. Ouais. Alors. Simplement en complément, parce que souvent on dit l'agriculture régénératrice, ça peut faire du greenwashing parce qu'il n'y a pas c'est pas l'INAO qui gère le cahier des charges. Je pense que ce que vient apporter l'agriculture régénératrice, c'est exactement ce que vous venez de dire.
c'est-à-dire un lien avec une réglementation qui demande de prouver. Et donc on va chercher des critères de preuve. Je ne vais pas dire que ça nous permet de nous émanciper d'un cahier des charges de moyens, mais là on va chercher du résultat. Et je trouve que c'est très positif. Parce que des fois, on impose des pratiques qui ne portent pas le résultat. Si on va juste regarder le résultat, quels que soient les moyens, ça sera valable. Et donc ça laisse plus de main libre aux producteurs et à ses moyens de produire. Et je pense que c'est un levier extrêmement important. D'où l'importance des critères. On parle en fait. de bon sens, de retour à l'agronomie, c'est ça en fait. Voilà. Donc une obligation de résultat plus que de moyens. Est-ce que vous partagez le même constat ? Oui, effectivement. Ce qu'il faut savoir en termes de crédit carbone, pour en parler encore un tout petit peu, avant la création du label bas carbone il y a 3 ans, les entreprises françaises ne pouvaient pas vraiment financer des projets de crédit carbone, donc avec des standards reconnus en France. Donc on avait plein d'entreprises françaises qui malheureusement faisaient des achats de crédit carbone, mais ailleurs dans le monde. Donc, on parlait tout à l'heure des problèmes parfois de dumping et autres. Là, effectivement, c'était un peu tragique parce que nos entreprises françaises, elles faisaient fuiter ces financements vers d'autres pays. Donc la création du label bas carbone, ça a permis déjà dans un premier temps de relocaliser de la compensation carbone en France. Et donc ça, je trouve que c'est un point qui est hyper intéressant et ça fait 3 ans que c'est opérationnel. Donc mine de rien, on en parcourt du chemin. Et donc ça permet de relocaliser ce financement volontaire dans les filières, sur le territoire. Et peut-être que j'ajoute une dernière touche après ce qui a été dit et que je rejoins tout à fait. Le dernier maillon de la chaîne pour que cette transition ce soit l'affaire de tous, c'est effectivement le consommateur final. Donc il y a toute une pédagogie à faire. Et finalement, qu'on parle d'agriculture régénératrice, d'agriculture de conservation des sols, etc., moi je trouve que même si tous peuvent avoir un peu leur définition, ça fait quand même avancer les choses dans l'intellect global. Et finalement, peu importe précisément comment on l'appelle, si le résultat est là, si les mentalités ont changé, ça veut dire que le chemin a été parcouru. Voilà. Merci. François, le mot de la fin. Moi, je vais aller dans le même sens. Je veux dire qu'il y a encore un effort très important de formation, de pédagogie sur l'ensemble de la chaîne. Ça part des agriculteurs et, par exemple, Sébastien et d'autres sociétés font de la formation dans ce domaine-là et c'est très important. Mais il n'y a pas que les agriculteurs, il y a l'ensemble de la chaîne. Quand on parle avec des conseillers agricoles de coopératives, il y en a beaucoup pour lesquels ce genre de sujet échappe complètement aujourd'hui. Donc il y a un effort de formation important de tous les côtés. On a la chance en France, comme tu le disais, d'avoir eu le label bas carbone. Malheureusement, Julien qui était là hier, Julien de Normandie, n'a pas pu pousser le label bas carbone au niveau européen. Donc ce qui fait qu'on est en train de voir apparaître le label bas carbone néerlandais, le label bas carbone allemand, le label bas carbone italien. Tout ça, c'est en train de sortir. Il y a un label bas carbone européen qui devrait sortir, mais on ne sait pas trop quand, parce qu'il faut se mettre d'accord à beaucoup de monde autour de la table. Donc il y a cet effort de formation, il y a cet effort de réglementation qui va permettre de travailler. Et puis après, 2030, si on parle plus d'agriculture régénératrice, 2030 c'est demain matin, d'autant plus en agriculture, parce que vous savez qu'au moins en Europe, on a une campagne par année, donc 2030 c'est dans 6 campagnes, donc il faut véritablement accélérer. On voit Nous, on travaille sur un certain nombre de projets pilotes aujourd'hui avec un certain nombre d'agro-industriels ou de coopératives. Mais effectivement, on parle de quelques dizaines, quelques centaines d'agriculteurs, alors que ces groupes sont engagés avec plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'agriculteurs. Donc, ce qui fait que ça va pouvoir démocratiser, mais s'étendre, c'est qu'effectivement, c'est que les pilotes arrivent à se développer. Ça coûte forcément un peu cher au départ de faire ces pilotes, parce qu'il y a peu d'agriculteurs, donc nous on a des coûts derrière, mais effectivement on arrive maintenant à descendre les prix. Je voyais tout à l'heure dans la conférence CA auparavant, on disait qu'il fallait avoir des outils peu chers pour faire ce genre de choses. Aujourd'hui, pour faire du suivi des changements de pratique des agriculteurs, c'est quelques centaines d'euros par an, c'est pas des milliers, c'est pas des dizaines de milliers d'euros. Donc c'est des choses qui peuvent se démocratiser d'un point de vue solution auprès des agriculteurs et l'ensemble de la supply chain de manière relativement simple. Les solutions sont là. On a les solutions techniques pour sortir des informations fiables et vérifiables. Il faut maintenant qu'on arrive à engager l'ensemble de la filière.
Donc si vous avez des agro-industriels dans la salle, n'hésitez pas à venir nous voir par rapport à ce sujet-là. Je pense que c'est pareil, Sébastien est tout à fait prêt à aller faire de la formation ou des missions auprès de ces groupes-là. Et je pense qu'il faut véritablement qu'on accélère là-dessus. Parce que comme je disais, l'agriculture, c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre. Ça consomme beaucoup des intrants comme l'eau, etc. Et donc il faut véritablement qu'on change nos pratiques et qu'on passe d'une agriculture très intensive telle qu'on a pu la pratiquer pendant les 50 dernières années à une agriculture plus durable. Merci beaucoup à tous les quatre. Je pense qu'on peut vous applaudir parce que c'était vraiment très très clair. Voilà, je pense qu'on retient quand même, c'est une note d'espoir, hein, quand même, l'agriculture régénératrice, c'est du concret. Déjà, ça veut dire quelque chose, c'est pas juste un concept bullshit, on va dire. Il y a du concret, il y a des acteurs qui sont engagés, qui s'impliquent, qui sont complémentaires les uns les autres, qui travaillent ensemble. Donc, une note quand même positive dans le cadre de ce salon. Je pense que c'était important de l'avoir ici. On a quelques instants pour des questions avec vous. Qui êtes là. On a Adeline ici qui a un micro et qui va prendre vos questions. Oui, Dominique Jonville, BSF. Moi, je suis responsable de carbone et grande culture. J'ai une question. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre. C'était par rapport... on a bien vu le virage entre cette année et l'année dernière. L'année dernière, on parlait de carbone. Maintenant, on parle d'agriculture régénérative et carbone. Et donc, la vision, c'est de dire, en termes de financement, selon vous, comment ça va s'organiser en fait entre le financement filière, 5 € la tonne, ce qu'on disait en betterave, ou le crédit carbone? Quelle est votre vision pour l'agriculteur de cette valeur ajoutée? Ouais, alors, on a un positionnement qui ne va pas forcément plaire aux autres invités de la table. Nous, au début, on regardait beaucoup le crédit carbone en se disant c'est une voie de valorisation, évidemment. Le problème, c'est que le prix, pour moi, il est trop bas pour l'instant. 30, 40 € qui va revenir à l'agriculteur. C'est bien, c'est un complément, en fait. C'est un complément de la prime filière. Donc nous, finalement, on ne s'est pas engagé à aider nos agriculteurs, ou les aider administrativement même à s'engager dans des crédits carbone, enfin, sur des bons bilans carbone ou sur des crédits carbone. On s'est engagé à le valoriser auprès de nos clients. Dans l'idéal, le changement de pratique, quand on voit qu'ils arrivent à stocker parfois jusqu'à 0,5, peut-être un peu plus de 0,5 tonnes de carbone par hectare et par an, finalement, c'est peu. Et pour gagner 30 €, ça ne suffit pas. Donc s'ils veulent le faire, bien sûr qu'ils peuvent le faire et ils peuvent compter sur nous pour les aider, mais on n'a pas engagé de gros plans là-dessus. Nous, la force de frappe qu'on peut avoir, nous, c'est les clients. C'est les gros clients qui sont demandeurs, c'est ceux qui sont très exigeants, c'est ceux qui ont aussi des équipes très engagées et qui ont des compétences, parfois chez des clients aval, qui ont des équipes d'agronomes hyper pointues. Là-dessus, voilà, c'est sous cette forme-là que nous, on peut intervenir. Peut-être que... Je me permets un complément parce que nous, on travaille avec énormément de groupes, donc ça nous permet de voir à peu près ce qui se fait, ce qui peut être assez divers. C'est assez pluriel. Des fois, le crédit carbone sert à finalement payer une partie du coût de la prime filière. Donc le crédit carbone est intégré dans la prime filière. On a également des fois où c'est différencié et des fois, comme vous, où finalement, bon, c'est pas qu'on le met de côté, mais entre guillemets, on veut travailler de manière plus globale. Moi, de toute façon, je pense que d'un point de vue structurel sur une exploitation, ça ne pourra pas devenir un revenu substantiel. C'est la cerise sur le gâteau. Alors c'est pour ceux qui souhaitaient augmenter leurs revenus avec le crédit carbone, c'est dommage. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant, ça ne veut pas dire que c'est anodin, mais ça restera quelque chose d'assez... le modèle économique crédit carbone, avec le prix qu'il a aujourd'hui, c'est la cerise sur le gâteau. Peut-être que demain, avec une tonne de carbone à 250 €, là, ça ne sera plus la cerise sur le gâteau. Mais ça, c'est le futur du marché qui le dira, notamment sur l'offsetting, c'est-à-dire sur la mise sur le marché d'un crédit carbone qui serait racheté par un tiers pour compenser ses émissions. Et donc l'agriculteur, aujourd'hui, il a assez peu de moyens. Quelques prestataires le proposent aujourd'hui dans les mandataires de stocker le crédit carbone et de le revendre et de donner ce delta de prix, mais pas tout le monde fait ça. Et donc, la question fondamentale, j'y reviens, je suis un peu récurrent là-dessus, mais c'est est-ce que cet itinéraire technique est valable économiquement dès aujourd'hui? Si c'est la cerise sur le gâteau, c'est un plus, c'est pas structurel. Et je pense qu'aujourd'hui, en l'état, vu le prix des intrants, des machines,
les charges de mécanisation. Vu que l'agriculture régénératrice, c'est faire pareil avec moins, hein, c'est ça un peu le motto, en s'appuyant sur le milieu qui marche mieux, etc. C'est vers ça, je pense, qu'il faut tendre. Le message que je donne souvent, c'est si on trouve le bon itinéraire technique, vous êtes gagnant sur tous les plans. Vous avez les primes filières, vous avez les crédits carbone, voilà. Des fois, ça prend plus ou moins de temps. Les légumes racines, c'est vrai que c'est compliqué. J'avais une des personnes que j'estime beaucoup, Hubert Charpentier, qui a travaillé beaucoup sur l'agriculture de conservation, disait si tu veux réussir à faire de la bonne agriculture de conservation, tu lèves la betterave et la pomme de terre, tes assolements. On ne peut pas faire ça partout. Donc il faut faire avec. C'est une culture qui est compliquée parce qu'elle est très invasive sur la récolte, etc. Et il faut faire avec. Donc c'est des itinéraires qu'il faut travailler dans le temps. Et d'ailleurs c'est super que des gros acteurs comme Cristal Union et des consortiums d'acheteurs s'attaquent à ce sujet. Mais c'est les défis auxquels on doit répondre. Après, moi, si je peux compléter, après, il y a... Deux petits compléments et on va prendre une autre question. Il y a une question de répartition de la valeur. On est là tous autour de la table, on est tous des consommateurs. On a poussé les agro-industriels, l'ensemble de la filière à avoir des prix les plus bas et payer pas cher notre viande, payer pas cher notre bouteille de bière, etc. Il va falloir qu'on prenne en... Alors je sais que c'est pas possible pour tout le monde, mais aujourd'hui, vous avez vu samedi ce qui s'est passé, les agriculteurs ne sont pas rémunérés suffisamment par rapport à leur travail aujourd'hui, et d'autant plus si on leur demande de travailler de manière durable. Donc il y a une véritable répartition de la valeur entre le consommateur, le distributeur, le producteur, le transformateur qui doit s'arriver à s'équilibrer. Donc tout à l'heure, Julien disait qu'ils arrivent aujourd'hui à faire payer leurs clients une prime pour de la betterave, on va dire, de la betterave durable. Ce n'est pas encore le cas dans l'ensemble des chaînes, mais il faut qu'on arrive à faire ce genre de choses. Et donc ça veut dire que nous, consommateurs, à terme, il va falloir qu'on ait quelques centimes d'euros ou quelques dizaines de centimes d'euros sur notre kilo de pommes de terre, notre bouteille de bière, notre coca, etc. etc. Et c'est que comme ça qu'on y arrivera. Il faut donc, pour rejoindre le sujet de la formation, il faut que tout le monde arrive à intégrer ce genre de choses. Merci beaucoup. Je pense qu'il est temps d'arrêter puisque le temps tourne. En tout cas, une approche pragmatique. On n'est plus dans l'idéologie, on a bien compris. L'agriculture régénératrice, c'est du concret, c'est du terrain. Et donc, on essaye d'avoir une approche la plus pragmatique possible. Je crois qu'on a une contrainte de temps, on est obligé d'arrêter. Merci à tous, en tout cas. Merci. Merci. Et on vous invite à prendre un pot et continuer la discussion pour tous ceux qui n'ont pas pu poser des questions juste après, là, sur le côté. Merci pour votre attention.